Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un Big Free Books. J'ai même pas envie de monter tout ce que j'ai là pour vous montrer parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous montrer comme ça. Tout ça, il y en a 2 rangées, une et deux. Voilà. Donc il y a pas mal de livres qu'on a trouvés. Ah non, c'est pas Free Books, c'est Book Haul. C'est Book Haul, Big Book Haul, parce que ce sont des livres que j'ai achetés. Et il y en a une petite partie qui a été trouvée, mais les autres, ils étaient achetés sur une brocante, sur un vide-grenier qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Chacun de ces livres a coûté 1 €. Il y en a d'autres qui m'ont été complètement offerts. Donc voilà, j'en ai vraiment pour pas beaucoup au niveau de sous. On y va. On va commencer avec George R.R. Martin, Dans la maison du verre. Il a l'air sympa ce livre. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Il est un petit peu illustré, voyez. Et c'est un livre de bibliothèque. Il a même pas 150 pages, donc il est tout court. Je ne sais pas si c'est pour les enfants ou si c'est pour les adultes, enfin ou jeunesse, mais ça m'a donné envie de le lire, pourquoi pas. Traduit de l'américain par Pierre-Paul Durastanti aux éditions Pygmalion. J'adore cette couverture. Sous les ruines d'un monde ancien grouille la vie. Dans une ville croulante, sur une planète mourante et oubliée de tous, le jeune Anlin profite de la fête organisée à l'occasion de la nouvelle mascarade solaire. Superbe dans son costume de soie, son arrogance est à la hauteur de sa beauté. Quand il est moqué devant ses nobles par le viandard chasseur de Grons, il échafaude un plan de revanche. Mais la terrible vérité qui se cache derrière l'histoire de son ennemi va transformer sa tentative en une inexorable descente aux enfers. Un petit livre de vengeance. Donc George R.R. Martin, c'est un scénariste et producteur du cinéma et à la télévision, et l'auteur de nombreux romans et séries à succès, dont Le Trône de Fer, adapté sous le titre Game of Thrones par HBO et récompensé à plusieurs reprises du prestigieux prix Locus. Waouh! Bah ça peut être intéressant. D'ailleurs, Game of Thrones, je me dis, est-ce que je vais pas aimer si je le lirais, si je le lisais? À voir. Donc voilà pour le premier. Ensuite, bon après il y a pas mal de sagas, donc il y en a où j'ai pas du tout les résumés au dos, donc je vais pas vous les lire, et donc ça va aller plus vite. Oui, je teste un nouveau petit format, où j'ai également ici mon téléphone qui est en train de me filmer, et ma caméra juste en face de moi, donc on verra si je vais varier les, comment dire, les prises de côté, en face. Ensuite, on va passer à Mary Higgins Clark, que je n'ai jamais lu. Mais j'ai envie de découvrir, ça donne envie, cette étrange couverture qui fait super peur. Hein. Donc, Le fantôme de Lady Margaret. C'est un ancien livre parce qu'il est, vous voyez, la tranche est jaune. C'est un livre de poche. Nous sommes ici pas loin de 300 pages. Et donc, quel rapport peut-il y avoir entre les attentats qui ensanglantent Londres visant la famille royale et les recherches d'une jeune historienne sur la terrible Lady Margaret décapitée au XVIIe siècle? La vengeance peut-être? Ou l'hypnose? On est dans la vengeance là. Le surnaturel pour 2 jumelles aux prises avec un psychopathe, la passion meurtrière d'un jeune homme pour son ancien professeur, amour, mort et loterie pour les 2 amis de jour de chance. L'auteur de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière, explore ici, en 5 récits, toute la gamme du suspense et de la terreur. J'ai honte, il faut que j'avance vraiment dans mes lectures, j'ai trop envie. Donc, et j'ai honte parce que j'avance pas trop vite. Alors, je regrette pour le temps parce que c'est changeant. Un coup, vous avez les nuages, un coup, vous avez un peu de soleil, un coup, il fait froid. Il fait tout le temps froid, en fait. J'ai tout le temps froid.
Ici pareil, le livre de la bibliothèque aux éditions Fayard. Ah mince, c'est dommage, ça a été coupé ici. Donc Prix du Quai des Orfèvres 2010, Au Pays des Ombres de Gilbert Galerne. Ça, je vous avoue que c'est assez étrange, mais j'avais envie quand même de le découvrir. C'est écrit en gros en plus. Vraiment, la police, elle est assez gros. Nous sommes ici pas loin de 400 pages. Un petit extrait du texte. Il prend 1 an de prison, sort la semaine dernière et fonce se faire tuer devant chez moi. Que venait-il me dire, au pays des ombres? L'ombre d'une disparue, l'ombre d'une jeune fille en pleurs, l'ombre de l'alcool qui embrume sa vie, et l'autre, tapis dans l'ombre, et qui a juré sa perte. Pour se sortir du pays des ombres, Vincent Brémond surmontera-t-il toutes les épreuves pour affronter la vérité en pleine lumière? Après avoir fait ses classes dans différents domaines de la littérature populaire, Gilbert Galerne s'est déjà imposé comme auteur de thrillers à succès avec le prix de L'Angoisse, Le Patient 127 et L'Ombre de Claudia. J'en connais aucun. Bah écoutez, ça va être assez étrange mais intéressant à découvrir. Ensuite, quelque chose de complètement différent. Nous sommes avec Michel Bussy, Ne lâche pas ma main. Je vous avoue que ce n'est pas un auteur préféré, mais par moments, ça donne envie de le découvrir. D'ailleurs, j'ai quelques de ses livres, donc je vais m'y atteler également. Nous sommes ici au format poche, chez Pocket, et nous sommes pas loin de 450 pages. Un couple d'amoureux dans les eaux turquoises de l'île de la Réunion. Farniente, palmier, soleil. Un cocktail parfait. Pourtant, leur rêve tourne court. Quand Liane disparaît de l'hôtel, son mari Martial devient le coupable idéal. Désemparé, ne sachant comment prouver son innocence, il prend la fuite avec leur fille de 6 ans. Pour la police, cela sonne comme un aveu. La course-poursuite, au cœur de la nature luxuriante de l'île, est lancée. Bussy développe tout son talent en suspense et en personnage à feindre l'âme. Ça, c'est l'avis de Le Point. Et on a un avis de Philippe Blanchet de Le Figaro Magazine, un auteur machiavélique tissant jusqu'à la dernière page des intrigues remarquablement bien ficelées. Voilà. Je vais m'attacher tout ça parce que ça commence à m'énerver. Ensuite, on va passer à tout ce qui est un petit peu ancien, donc les livres assez âgés. L'un de ces livres, voilà, Shogun. J'avais déjà entendu parler, il me semble qu'il y a un film. Je ne suis pas sûre. Donc c'est un livre de James Clavell, le roman des samouraïs. Et donc c'est le numéro 1. Et apparemment il y a 2 tomes. C'est indiqué derrière, enfin au dos. C'est écrit tout petit par contre. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Nous sommes ici à un peu plus de 500 pages, donc Shogun. Dans les années 1600, John Blackthorne, un navigateur anglais, aborde aux côtes du Japon. Dans ce pays inconnu, mystérieux en proie à de sauvages divisions féodales et où s'accomplit l'irrésistible ascension de Toranaga, qui deviendra shogun, le maître du Japon. John Blackthorne va vivre une extraordinaire aventure. D'une foule de personnages vivants et divers, pères jésuites, guerriers, prostituées, se détache la figure de la très belle Mariko, épouse d'un samouraï qui s'éprend de Blackthorne. Leur amour sera semé de guet-apens, d'intrigues cruelles et d'assassinats. Dans cette vaste saga, 2 civilisations s'affrontent. Le Japon révèle aux yeux d'un occidental toutes ses contraintes, sa férocité, il hérite de sa politesse, les raffinements de son érotisme et sa fascination de la mort. Waouh! Plus qu'à trouver le 2. Comme je vais être embêtée par les autres aussi, il en faut toujours trouver d'autres tomes. Donc là, je pense que j'ai fait une super bonne affaire. En fait, j'ai pris 3 sagas. Certes, il y en a une qui n'est pas complète. Il en manque un livre, tout simplement, le dernier. Mais sinon, les 3 sagas, j'en ai eu pour 8 € de Henri Troyat. Je suis plus que contente. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des livres d'Henri Troyat dans les prix raisonnables. Voilà, donc ça, c'est une saga qui s'appelle Les Aiglettières. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc là, on a le premier tome, Les Aiglettières. Voici.
dans des anciens livres. Une enveloppe. Pas de billets dedans, non? Non. Vide. Il faut savoir qu'Henri Troya, il est d'origine russe arménienne. Enfin, arménienne russe. Donc il est né en Russie, mais il est arménien. Il était. Il est décédé en 2007, il me semble. Et donc c'est aussi peut-être pour ça que ça m'attire énormément, puisque bah, on a à peu près les mêmes origines, quoi. Donc ici, nous sommes à pas loin de 400 pages. Donc le tome 1. Je vais vous déjà parler de ce romancier. Ce grand romancier français est né à Moscou en 1911. Venu en France avec sa famille en 1917, il devint célèbre en 1938 avec l'un de ses premiers romans, La Reine, qui lui valut le prix Goncourt. Il a publié depuis plusieurs romans cycles dont les derniers en date sont La Lumière des Justes et Les Églitières, parus dans la collection J'ai lu. Il est entré à l'Académie française en 1959. Donc, un appartement vaste et cossu, en plein cœur de Paris, teinture de soie, meubles Louis XV, 2 domestiques, Philippe Églitière, avocat d'affaires, divorcé et remarié avec une femme ravissante qui n'a que 10 ans de plus que l'aîné de ses fils. 3 grands enfants qui font leurs études. Leur tante Madeleine, antiquaire en Normandie, qui étouffe d'amour pour eux et accourt dès qu'ils l'appellent à l'aide. Tout cela semble respectable, solide, rassurant, mais le regard du romancier perce les murs comme des parois de verre. Sous les apparences banales, il découvre les fissures d'un ordre social égoïste, qui ne survit que par l'hypocrisie et le compromis, le drame des jeunes auxquels répond le désarroi des aînés, la violence des passions qui feront voler en éclats les tabous de la morale bourgeoise. Ouh là là, ça va être assez particulier, je pense. C'est pas tout à fait le style de livre que je lis, mais j'ai envie de le découvrir quand même. Ensuite, nous avons ici le tome 2, qui s'intitule La fin des lionceaux. Et c'est à peu près le même nombre de pages, on n'est pas loin de 400 pages. Dans ce deuxième roman consacré aux Églitières, on voit se déchaîner les égoïsmes, les appétits, les vices des membres de la famille, parents et enfants. Si Jean-Marc tente de mettre un terme à sa scandaleuse liaison avec Carole, sa trop jeune belle-mère Françoise, en revanche, après un suicide raté, succombe à la passion physique que lui inspire Alexandre Koslov. Daniel, le clerc et joyeux Daniel, renoncera à concilier ses études avec son désir de courir les routes et son amour naissant pour la petite Danielle Sauvetot. Quant à Philippe Églitière, trop égoïste pour comprendre ses enfants, trop sûr de lui pour soupçonner sa femme, trop comblé par l'ordre établi pour s'apercevoir que celui-ci est en train de s'effondrer, il continue à se croire le chef d'une famille qui, désormais, lui échappe pour glisser vers le chaos. Je vous avoue, là, je suis vraiment perdue dans cette saga. On verra si je vais apprécier. Et La Malandre. En fait, les histoires des riches, c'est pas trop mon truc. On verra bien. Pas loin pareil de 400 pages. Il n'a pas suffi que Jean-Marc rompe toute relation avec sa trop séduisante belle-mère pour que la paix revienne chez les Églitières. Blessé par la trahison de son fils, Philippe Églitière refuse de le voir. Mieux encore, le voici prêt à toutes les bassesses pour reconquérir sa femme qui lui fait payer cher ses infidélités passées. Absorbé dans ce combat égoïste, il en oublie ses enfants. Peu lui importe que Daniel, marié et père de famille à 19 ans, vive au crochet de ses beaux-parents, que sa fille Françoise s'enlise dans une situation absurde entre le cynique Alexandre Koslov et le rejeton de celui-ci, le charmant Nicolas, que Jean-Marc songe à se marier, par faiblesse avec cette petite snob de Valérie. Les fatigues de l'âge mûr, opposées au triomphal appétit des jeunes, l'obsession de la mort, l'agitation de la vie moderne, les sourds craquements d'une charpente sociale vieillie, pourrie, pleine de malandres. Tels sont les thèmes de ce roman amer et fort sur lequel s'achève le cycle des Églitières. Voilà, bon bah, écoutez, j'ai envie de vous dire pour l'instant, heureusement qu'il n'y en a que 3, parce que celui-ci m'attire absolument pas, pour l'instant. On verra après. On reste toujours avec Henri Troya, et là, c'est celui-ci, cette saga-là qui n'est pas complète. Je ne me rappelle... Ah oui, c'est ça, elle s'appelle Les Sémas et les Moissons.
Donc c'est une saga, je pense, un peu plus récente par rapport aux autres que je connais pas, mais qui sont apparus plus tôt, il me semble. Et donc ici, nous n'avons pas de résumé. Donc on est à un peu plus de 105 pages le premier tome, qui s'intitule Les Sémas et les Moissons. Ensuite, nous avons Amélie, c'est le tome 2. Nous sommes pas loin de 400 pages. Ensuite, c'est la Grive. On n'est pas loin de 500 pages ici. Là. Et enfin, le dernier que j'ai, mais c'est pas le dernier, il y a encore un. Tendre et violente, Elisabeth. Je pense qu'on n'est pas loin de 500 pages ici aussi. Voilà, donc ceux-là, ils sont assez gros quand même. Hein. Et puis la dernière saga donc de chez Henri Troya, c'est celui-ci, c'est celle-ci. Et c'est celle-ci que j'ai cherchée depuis un moment. Et elle coûte super cher sur eBay. Elle coûte 30 €. Moi j'ai acheté le tout pour 8. Hein. Et donc cette saga s'intitule La lumière des justes. Bon, les livres sont certes tachés, mais ils sont âgés aussi. Nous sommes ici à de 400 pages. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle Les compagnons du coquelicot. Par une tiède matinée du mois de mars 1814, le jeune lieutenant russe Nicolas Ozarev pénètre dans Paris avec les troupes coalisées qui vont occuper la capitale. Il ne tarde pas à s'éprendre d'une jeune veuve belle, secrète, volontaire et hautaine, Sophie de Champlit. Tout semble-t-il devrait séparer l'officier dévoué au tsar Alexandre de la fière aristocrate française qui a subi l'empreinte de la Révolution au point de conspirer contre Louis XVIII. Le retour de Napoléon éloigne Nicolas avant qu'il ait pu obtenir le moindre mot d'espoir. Après Waterloo, il se retrouve soudain à Paris et court à la recherche de Sophie. Qu'est-elle devenue durant cette longue séparation? Côté à découvrir. Le tome 2 et celui-ci, il me semble que j'en ai déjà en 2 exemplaires, donc j'ai le 3e, mais ça fait rien. Donc, Barinia en russe. Par contre, c'est vraiment écrit tout petit. Hein. On est à 400 pages. Pas loin de 400 pages. Je me demande si je vais pas vous les lire en ligne, ceux-là. Je ne sais pas. Dans ce deuxième volume, qui peut se lire comme un roman séparé, la belle et ardente Sophie, jeune aristocrate française aux idées républicaines, est devenue la Barinia, l'épouse du Bari, du seigneur russe Nicolas Ozarev qu'elle a suivi dans son pays. Sa vie à Kachanovka, immense domaine où les paysans serfs sont parqués dans de misérables villages, constitue pour Sophie une extraordinaire expérience. Indignée par l'injustice de certaines coutumes russes, elle n'hésite pas à affronter son beau-père, hallucinante figure de vieillard despotique, mais qui finit par céder au charme de la jeune parisienne au point de jalouser son propre fils. Dévouée à tous, Sophie apprend à lire au petit moujik Nikita, qu'il adore en secret. Mais est-elle assez attentive aux sentiments que Nicolas désœuvrait sans naître en lui pour la belle Daria Filipovna? Encore la tromperie. Est-ce que c'est ses origines arméniennes et russes qui le font écrire ces types de choses? Le tome 3, La gloire des vaincus. Je vous dis pas le nombre de pages, ça doit être à peu près pareil, 400-500. Donc à Saint-Pétersbourg, en décembre 1825, Nicolas Ozarev tente avec ses amis, groupe d'aristocrates et de militaires généreux, de renverser le régime autocratique, pour imposer une constitution libérale. Rassemblés sur la place du Sénat, les décembristes sont décimés par les canons du futur tsar Nicolas Ier. Les survivants jetés dans les cachots de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul seront pendus ou déportés en Sibérie. Comment Sophie, qui vient d'apprendre l'infidélité de son mari, réagira-t-elle à la nouvelle du danger qui le menace? Voilà. Ensuite, nous avons le tome 4. Celui-ci, il est en meilleur état que tous les autres. Nous avons ici Sophie ou la fin des combats. Déporté en Sibérie pour sa participation à la révolte de 1825, Nicolas Ozarev a trouvé la mort sur le lac Baïkal.
Sa femme Sophie, qui l'avait rejoint dans l'exil, s'est profondément attachée à ses compagnons d'infortune et surtout au docteur Wolf, noble figure de médecin qui a su éveiller son estime et peut-être sa tendresse. Soudain, elle apprend que le tsar l'autorise à regagner la Russie. Quitter celui avec lequel elle songeait à refaire sa vie la déchire. Mais une faveur impériale ne se refuse pas. De durs combats attendent encore Sophie à Katchanovka, où son neveu qu'elle avait laissé au berceau et qui a maintenant 25 ans, règne en despote sur ses serfs. Une lutte à mort s'engage entre eux. De Sibérie en Russie et de Russie en France, le lecteur suivra avec passion Sophie, qui au seuil de la vieillesse retrouve les salons parisiens où la fête du Second Empire déroule alors ses fastes. Ça a l'air vraiment super sympa quand même. Et enfin, le dernier tome donc s'appelle Les Dames de Sibérie. À 6000 verstes de Saint-Pétersbourg, dans un village de Sibérie, Nicolas Ozarev a rejoint les jeunes nobles libéraux condamnés comme lui pour le coup d'État manqué du 14 décembre 1825. Bientôt le village perdu voit débarquer les épouses de certains condamnés. Femmes jeunes et belles, portant des noms prestigieux et tout enfiévrées par l'esprit de sacrifice. Parmi les plus acharnés à combattre la discipline pénitentiaire se trouve Sophie, la femme de Nicolas. Elle s'efforce de soulager la détresse de son mari, mais le souvenir de Nikita, le jeune moujik qui lui vouait un amour si pur et si absolu, la trouble au point que le conflit finit par éclater entre les époux. Dès lors, les péripéties se succèdent, violentes, passionnées, et c'est le bagne tout entier qui participe au drame. Ah oui, ça va mal se terminer ça. Voilà, et puis là, on va passer au livre un peu plus récent. D'ailleurs, je vais m'en acheter la suite de cela. J'ai aussi trouvé ça au vide-grenier. Donc Virginia C. Andrews. Nous avons ici donc la saga de Haven, roman Les enfants des collines. Je ne sais plus quel est le titre, parce qu'il y en a 5 il me semble. Ah voilà, tout est marqué. Donc on est aux éditions Gelouf. Donc la saga de Haven. Les enfants des collines, c'est le tome 1. Ensuite on a L'ange de la nuit 2. Cœur maudit 3. Un visage du paradis 4. Et Le labyrinthe des songes 5. Et donc c'est le premier, c'est déjà bien. Mais il me semble que j'ai celui-là déjà. J'arrive pas à le trouver. 439 pages. Donc déjà Virginia C. Andrews, je vous laisserai ici un avis. J'avais déjà lu sa saga Les fleurs captives. Et j'étais perplexe, très perplexe. Parce que je trouve que c'est très très bien écrit. Ça vous envoûte, vous avez envie de continuer, de connaître. Mais alors le sujet de cette perversité dans la famille, ça m'a un petit peu perturbée. Du coup, ça m'a un peu rebuté concernant cette autrice. Mais sachant que ça m'a quand même emballé sa lecture, eh ben, j'ai envie de lire à la suite de ces livres. Elle en a pas mal de sagas en fait par famille. Famille Landry, famille Hudson, famille Even, et je sais pas s'il y en a d'autres, enfin les sagas de ces familles. Il me semble qu'à chaque fois c'est par 5. Donc ici, en parlant de Virginia, c'est une dessinatrice de mode, puis portraitiste. Elle abandonne ses pinceaux pour la plume. Ces romans ont ému toute l'Amérique et se sont vendus à des millions d'exemplaires, après l'immense succès du cycle Fleurs captives. Voici le premier volet de la saga de Haven. Les enfants des collines, c'est l'envers de l'Amérique, la pauvreté à 2 pas du luxe. L'ignorance à 100 mètres des écoles. Dans la cabane sordide où elle s'entasse avec ses 4 frères et sœurs, Even se demande parfois comment ses parents ont eu l'idée de lui donner ce prénom, Paradis. L'aurait-il aimé? Une fois au moins celui qu'elle appelle pas, se serait-il aperçu qu'elle existait? Car il y a pire que la misère maternelle, la solitude, le sentiment d'être rejetée sans savoir pourquoi, comme si elle avait commis une faute mystérieuse. Un jour, Evan apprend le secret de sa naissance, si lourd que la vie de son père en a été brisée, mais si beau aussi qu'elle croit naître une seconde fois. Vous voyez? Elle vous emballe. Ensuite, on a Aurore. Et Aurore, je me demande si ça fait pas partie de saga là où il y a Ruby. C'est un roman à part, je pense. Parce que là, on a en fait les titres Ma douce Audrina, Aurore, Les secrets de l'aube, L'enfant du crépuscule, Les démons de la nuit, puis
avant l'aurore, mais ça dit pas. Je suis dégoûtée, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je parle et le micro il est à côté. Mais je vais pas vous refaire le speech, hein. Hors de question. On va rester comme ça, je suis désolée, je vais essayer de remonter le son. Enfin augmenter le son, mais je peux rien faire là. Déjà que je tousse en non-stop, et puis là je vais pas refaire. Je suis désolée, ça va être le son merdique. Bon, ici donc Aurore. Ah si, c'est quand même pareil, c'est aussi le cycle. Donc les romans de Virginia C. Andrews se sont vendus à 32 millions d'exemplaires et ont été traduits en 16 langues. Après sa mort, sa famille s'inspirait de l'extraordinaire créativité de la romancière. En travaillant en étroite collaboration avec un écrivain de talent, lance un nouveau cycle dont Aurore est le premier volet. Rétablie dans ses droits, maîtresse de la fortune familiale, Aurore voit s'ouvrir devant elle un avenir doré. Jimmy lui est revenu, compagnon de son enfance qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Désormais, ils sont deux, et tous les espoirs leur sont permis. Alors d'où vient cette sourde inquiétude qui ronge le cœur d'Aurore? En mourant, sa terrible grand-mère l'a maudite. Et cette malédiction se dresse, tel un fantôme entre Aurore et les joies de la vie. Tout ce qu'elle aime est menacé, atteint, parfois détruit. Chaque sourire de la fortune semble cacher un piège. Et le destin se plaît à rejouer sans cesse les mêmes tours. Le cycle infernal n'aura-t-il pas de fin? Aurore aura-t-elle la force d'oublier le passé pour accueillir enfin la promesse du bonheur? Donc en fait, Aurore, ils disent que c'est le premier. Et si on compte par 5, donc après ça va être les secrets de l'aube, l'enfant du crépuscule, et puis les démons de la nuit et avant l'aurore. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne sur celui-là. Et je vais me recommander déjà les 2 sagas de Hudson et Landry. J'avais trouvé les 2 qui sont complètes. Bon, l'état n'est pas top, hein, mais c'est complet, donc je prends. Ensuite, j'ai trouvé des livres vraiment en très bon état, voire neufs. Je suis désolée, je commence à perdre la voix, c'est terrible. J'ai pas parlé aussi longtemps, ça fait longtemps. Louisa May Alcott, Les 4 filles du Dr. March. Et là, on a... comment elle s'appelle, celle qui a fait Harry Potter? Emma Thompson, non? Je sais plus. Elle... Non, c'est pas Emma Thompson. Ah si, je crois. Je sais plus. Bref, on est chez Hugo Classique. Regardez-moi ça, c'est neuf. J'aime beaucoup la police chez Hugo Poche. Et donc, nous sommes ici à 418 pages, traduit de l'américain par Pierre-Jules Hetzel. Dans une petite ville du Massachusetts, durant la guerre de sécession, 4 jeunes filles impétueuses vivent avec leur mère en l'absence de leur père, pasteur nordiste engagé au front. Meg, la pragmatique aînée et fille modèle, Jo, la romancière en herbe, garçon manqué et féministe avant l'heure, Bess, la musicienne timide à la santé fragile, et Amy, la cadette, artiste malicieuse et coquette, sont les héroïnes de la chaleureuse maison March. Au fil de leurs aventures, confrontées à l'adversité et en quête d'elles-mêmes, elles apprennent la valeur du travail, le don de soi, mais aussi une certaine forme d'indépendance et de liberté. Il y a eu un livre, et de liberté. Donc je trouve que c'est assez sympa. On a un avis ici de Simone de Beauvoir. Il y a eu un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin, Les 4 filles du Dr. March, de Louisa May Alcott. Donc en parlant un peu de cette autrice, tableau de la vie américaine dans la seconde moitié du 19e siècle, publié en 1868, cette autobiographie romancée, très prisée par le monde du cinéma, remporta un si vif succès que l'auteur, en publiant une suite, Le Dr. March marie ses filles, Good Wives, en 1869. Ses modèles sont ses parents, ses sœurs, ses amis de Nouvelle-Angleterre et d'Europe. C'est quasiment autobiographique en fait. Ça aussi, il faut que je trouve la suite. Ian Caldwell et Dustin Thomason, La règle est de 4. Thriller. Il m'a donné trop envie. Déjà, cette couverture, elle m'a interpellée. Cette écriture à l'italique, dans un manuscrit sur un manuscrit. J'aime beaucoup le changement de police ici, et il y a quelques images également. Nous sommes ici pas loin de 450 pages, et nous sommes ici au 15e siècle. Depuis 499, des savants tentent de décoder un chef-d'œuvre de la Renaissance, Le Songe de Polyphile. Écrit en 5 langues, orné de gravures érotiques et violentes,
Ce texte a résisté à tous les assauts, brisé des destins, des amitiés et des vies. Pourtant, 2 étudiants de Princeton osent s'y mesurer et au fil de messages cachés, découvrent l'histoire d'un prince de Quattrocento et l'existence d'une crypte secrète qui recèle des trésors inouïs. Ils croyaient échapper à la malédiction de cette énigme. Mais pour la défendre, certains sont prêts à mourir et à tuer. On a un avis de Nelson 2000. Si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown s'étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit La règle de 4. Génial! Et puis on a San Francisco Chronicle, une intrigue foudroyante, un texte brillant, aussi palpitant qu'enrichissant. D'ailleurs, on a Umberto Eco et on a Dan Brown, Scott Fitzgerald aussi, je crois, et j'en ai lu aucun. Umberto Eco, il faut que je le retrouve parce qu'on l'a en vente. J'aimerais bien le découvrir parce que j'entends souvent en parler. Donc. Ensuite, bon, il ne reste plus que 6 livres et ça sera terminé. Je suis désolée, c'est très très long. Joseph Joffo, un sac de billes. Mais bon, je l'ai pris, il est en super bon état, mais je crois que je l'ai déjà, mais dans l'ancienne version. Il faut que je vérifie. Et comme je n'en étais pas sûre et qu'il était en super bon état, bah, je l'ai pris. Nous sommes ici à 284 pages. Paris 1941. La France est occupée. Joseph et Maurice, 2 frères juifs âgés de 10 et 12 ans, partent seuls sur les routes pour tenter de gagner la zone libre. Récit autobiographique publié en 1973, traduit en 18 langues, Un sac de billes est un des plus grands succès de librairie de ces dernières décennies. C'est un grand classique, hein. Il était au cinéma, voilà, le 18 janvier 2017. On a un avis de Bernard Clavel. Ce livre, qui est celui de la peur, de l'angoisse, de la souffrance, aurait pu être aussi le livre de la haine, mais il est, en fin de compte, un cri d'espoir et d'amour. On a un avis de Joseph Kessel. Parmi les témoignages sans nombre consacrés au temps, maudit, celui-là est unique, par la nature de l'expérience, l'émotion, la gaieté, la douleur enfantine. Est compté de telle manière que l'aventure saisit, entraîne, porte le lecteur de page en page et jusqu'à la dernière ligne. Et enfin la croix, une spontanéité, un humour, une tendresse, une émotion discrète qui en font un livre pas comme les autres. Voilà, ça donne envie de le découvrir également. Ensuite, on est dans le classique aussi, donc Dumas, Pauline. J'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais lu. Et là, j'ai lu la 4e et j'ai adoré. Donc on est chez Folio Classique, c'est écrit en tout petit. Pauline, nous sommes ici à même pas 250 pages. Vous vous réveillez dans un caveau où nul n'est descendu depuis 20 ans, et dans lequel d'ici à 20 ans peut-être nul ne descendra encore. N'ayez donc aucun espoir de secours car il serait inutile. Vous trouverez du poison près de cette lettre. Tout ce que je puis faire pour vous est de vous offrir une mort prompte et douce au lieu d'une agonie lente et douloureuse. Dans l'un et l'autre cas, et quelque part que vous preniez à compter de cette heure, vous êtes morte. Pauline 1838 est un des premiers romans de Dumas où Monte Cristo se trouve en germe. C'est un livre qu'il a écrit seul et qui se déroule dans son temps. La fiction brode sur les thèmes du roman gothique, en noir, nuit, cottage en ruine, sainte perdue, passage secret, brigands impitoyables, héroïne enterrée vivante, substitution de cadavres. Pauline fait face à un bourreau mystérieux, homme fatal. C'est le roman d'une jeunesse déboussolée qui tente de se faire une place dans une société mesquine. Et ensuite, on a Nathalie Sarraute, Enfance. Ce livre m'a donné envie, je vous le cache pas, tout simplement par sa, comment on va dire, hein, par son thème, puisqu'on parle ici de la Russie, encore une nouvelle fois, et puis par sa présentation complètement inhabituelle sous forme de dialogue. Il n'est pas du tout roman, mais dialogue avec soi-même en fait, en étant petit, à l'âge adulte. Ce livre est écrit sous la forme d'un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double qui, par ses mises en garde, ses scrupules, ses interrogations, son insistance, l'aide à faire surgir quelques mouvements encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs ouatées qui se défont et disparaissent avec l'enfance. Enfance passée entre Paris, Ivanovo en Russie, la Suisse, Pétersbourg et de nouveau Paris. Un livre où se dessine l'œuvre à venir
d'une sonorité unique à notre époque. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. Et enfin, les 3 derniers, au format semi-broché et broché. On a ici Amélie Nothomb. Il est quasi neuf, ce livre. Vous voyez, aux éditions Albin Michel. Donc c'est un roman. Je vous avoue qu'Amélie Nothomb, j'en ai peut-être 2 ou 3 romans d'elle que j'ai trouvé, que je n'ai pas acheté moi-même, que j'ai pas encore lu. C'est assez aéré, mais je pense que ça doit être très complexe ce qu'elle écrit, parce que c'est assez perturbant. Lorsque je la vois, j'ai l'impression qu'elle est assez particulière comme personne, elle est dans son monde. Et je ne sais pas si elle n'a pas des origines japonaises, mais elle fait vraiment penser à une japonaise quand même. Donc ici, c'est Acide sulfurique, le roman qui n'a que même pas 200 pages. Et donc ici, vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur a fallu le spectacle. Ensuite, Adrienne Gott. Je suis tombée dessus et j'avais envie de le prendre. La nouvelle vie d'Arsène Lupin. On est aux éditions Grasset. Nous sommes ici à pas loin de 230 pages. Arsène Lupin revient. Un héros des années 10. Lui? Oui, des années 2010. Le gentleman cambrioleur, plus sportif, gouailleur, élégant et désinvolte que jamais. Détrousse les réseaux sociaux, enlève les scénaristes de sa série télévisée favorite, s'attaque au changement climatique, s'envole vers les Émirats et va jusqu'à faire invalider les comptes de campagne du nouveau président de la République. Dans ce trépidant divertissement, Adrien Gott, le père de Pénélope et de ses fameuses intrigues à Versailles, intrigues à Giverny, rajeunit le plus mythique des personnages français, ainsi que ses partenaires et adversaires du ridicule détective Sherlock Holmes à la redoutable Joséphine Balsamon. Convertie au féminisme militant, la traque d'Arsène Lupin commence. Je pense que ça doit être un peu au style comique, un peu crazy mystery. Donc Adrien Gott a obtenu le prix Arsène Lupin de littérature policière pour l'intrigue à l'anglaise, publié chez Grasset. Voilà. Et enfin, le tout dernier, il me semble que j'avais mis dans mes favoris sur Amazon. Et ben, bingo, je suis tombée dessus. On n'est pas loin de 400 pages ici. Donc, c'est un livre qui s'appelle La Chambre écarlate. C'est un roman de Nikki French. Sous le nom de Nikki French se cachent 2 journalistes anglais, Nikki Gérard et Sheen French. Tous les 2 diplômés de l'université d'Oxford en littérature anglaise. Nikki et Sheen sont passés maîtres en l'art de l'écriture à 4 mains. Leur union, professionnelle autant que dans la vraie vie, a donné naissance à des best-sellers comme Feu de glace et Dans la peau. Les 2 écrivains vivent dans la campagne anglaise avec leurs 4 enfants. Et voilà leurs photos. Et là, je vais vous lire la 4e. Psychiatre à Londres. Kit se voit impliqué dans l'enquête de police sur l'assassinat d'une jeune fugueuse sur les bords du canal. Le principal suspect? Michael Doyle, le même homme qui l'avait agressé quelques mois auparavant. Appelé à adresser le portail psychologique du suspect que tout semble accuser, Kit hésite cependant. Michel est-il vraiment le coupable? Refusant de se fier aux apparences, Kit sait que, pour élucider cette affaire, elle devra aller plus loin, au risque de réveiller ses propres démons. Oh, voilà! C'était tout. Je suis désolée pour ma voix, parce que je suis encore malade et ça me gave. Donc, j'ai toujours le chat dans la gorge et c'est assez chiant. Donc, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Désolée pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et je vais voir au montage, est-ce que je continue ce format de double caméra ou ça sert à rien? Pour l'instant, ça ne fait que me perturber. Mais on verra ce que ça donne à l'image. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je m'excuse encore une nouvelle fois pour le début de cette vidéo où j'ai oublié complètement le micro. J'espère juste qu'il y a le son quand même, parce que s'il n'y a pas de son, on est mal. Voilà, je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.